Et les peintres impressionnistes vont profiter de ce contexte du Second Empire qui libéralisait le commerce en privatisant finalement les galeries d'art et permettant même l'essor d'une nouvelle figure dans le marché de l'art, à savoir le marchand. À cette époque, les galeries d'art qui naissent deviennent les lieux de rencontre donc des collectionneurs avec les nouveaux peintres qui vont exposer pour se faire connaître auprès du grand public. Et on a d'ailleurs les peintres impressionnistes qui vont peindre donc dans les quartiers des Batignolles, à Montmartre et à la Nouvelle-Athènes. Donc c'est très important cette privatisation du commerce et notamment donc du commerce de l'art. Et cela va aussi permettre d'ailleurs le renversement de la hiérarchie des genres parce qu'à partir du moment où vous avez un public qui est prêt à payer pour tel tableau, vous n'avez plus de hiérarchie des sujets. C'est le marché qui finalement fait aussi la demande. Et cela va expliquer pourquoi en 1873, Pissarro, Renoir, Degas et Monet fondent une société anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes. Donc vous le voyez, à aucun moment d'ailleurs il ne parle d'impressionniste, le terme sera employé à partir de 1876. Donc une espèce de contre-exposition, donc on n'a plus besoin de salon, qui a été organisée cette société pour 10 ans et qui se chargeait de mettre en place des expositions libres, sans jury ni récompense, où chaque associé peut exposer ses œuvres. Il fallait juste payer 60 francs pour exposer, et cela va expliquer pourquoi en 1874, 30 artistes vont présenter 165 œuvres. Et le public est libre d'y entrer, le prix d'entrée est fixé à 1 franc. Si vous voulez acheter le catalogue composé par le petit frère d'Auguste Renoir, donc Edmond Renoir, vous devez payer 50 centimes de plus. Donc, vous l'avez compris, un affranchissement total des institutions, il n'y a pas de jury, pas de classement, pas de tirage au sort pour déterminer l'accrochage. Donc, le public est libre d'entrer ou pas. Alors, ça va être malheureusement un relatif échec commercial. Il n'y aura que 3500 entrées donc lors de cette première exposition chez Nadar, 3500 curieux et puis beaucoup de Parisiens qui voulaient se moquer aussi des impressionnistes. Donc le seul qui va tirer son épingle du jeu, c'est Renoir qui va vendre 3 toiles. Mais les impressionnistes ne vont pas lâcher et ils vont, dès la deuxième exposition en 1876, s'installer chez un marchand d'art, Durand-Ruel, et il y aura en tout 8 expositions jusqu'en 1886. Et les impressionnistes feront ce qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés de présenter des œuvres à chaque exposition. Si on prend l'exemple de Monet, par exemple, il ne va présenter des œuvres qu'aux 4 premières expositions et à la 7e. Mais le reste du temps, il va choisir le salon. Et oui, le salon officiel qu'il stigmatise par ailleurs, tout simplement parce qu'il faut manger. Et donc il faut savoir parfois renier ses principes pour pouvoir survivre. Il ne faut pas oublier que les impressionnistes ne vont jamais vivre dans l'opulence et qu'ils vont sans cesse devoir tirer le diable par la queue. En tout cas, c'est vraiment Durand-Ruel qui va faire connaître les impressionnistes donc en France, mais aussi à l'étranger, à Londres ou à New York. Il va exposer 310 tableaux outre-Atlantique, dont beaucoup de Monet, et c'est lui qui va, par exemple, faire connaître les impressionnistes auprès de collectionneurs avertis comme le Dr Barnes. Et d'ailleurs, Monet s'inquiétait de voir ses tableaux au pays des Yankees, c'était sa formule, alors qu'en France, il n'était pas reconnu. Et donc de son vivant, Durand-Ruel va acquérir 12 000 tableaux. Et à sa mort en 1922, Monet va lui rendre hommage en disant « Il n'y a qu'une personne à qui je doive quelque chose, c'est à Durand-Ruel qu'on traitait de fou et qu'à cause de nous, l'huissier a failli saisir. » Mais Monet a la mémoire un peu courte. En fait, il oublie malgré tout que Madame Palmer, qui avait fait fortune dans les grands magasins et qui avait une maison extravagante sur les bords du lac Michigan, lui avait acheté 25 toiles rien qu'en 1891. Et mieux, Monet oublie vite les conflits qu'il avait eus avec Durand-Ruel. C'est un personnage intéressant d'ailleurs que ce Durand-Ruel, faut quand même en dire un mot.
Monet avait rencontré ce fils de marchand de couleurs et vendeur de tableaux à Londres en 1870. Durand-Ruel avait grandi à Paris dans la boutique de son père et il avait pu rencontrer Corot et Daubigny, malgré tout durant sa jeunesse. Et il avait inauguré une première galerie en 1867, rue Laffitte. Et c'est un clin d'œil de l'histoire parce que c'est dans cette même rue que naquit Claude Monet 27 ans plus tôt. Et donc pour se faire une place dans ce marché de l'art concurrentiel, parce qu'avec quand même 50 marchands d'art en 1870 à Paris, eh bien Durand-Ruel avait innové et il avait pratiqué la location des tableaux au mois pour s'assurer des revenus réguliers. Et c'était un homme qui ne pratiquait aucun droit d'entrée sur les expositions qu'il organisait afin d'attirer le plus de monde possible. Et pour obtenir une constante trésorerie pour acheter ses tableaux, Durand-Ruel avait l'habitude de travailler avec des investisseurs et des banques. Et le problème des banques, c'est qu'elles peuvent faire faillite. Et il perdit 1 million de francs suite aux faillites de la banque d'affaires l'Union Générale qui le 18 janvier 1882 avait fait faillite et avait perdu 4 milliards de francs. L'Union Générale, vous savez, c'est cette banque qui avait créé la Lyonnaise des Eaux et en effet son directeur Eugène Bontou avait été arrêté et condamné à 5 ans de prison pour irrégularité comptable. Et pour l'anecdote d'ailleurs, Zola s'inspire d'Eugène Bontou pour l'argent, puisque pour ceux qui ont bien lu son roman L'argent, Bontou, c'est Aristide Saccar qui s'était enrichi grâce à la spéculation immobilière dans la Curée et qui s'est retrouvé ruiné dans l'argent, exactement comme Eugène Bontou en vrai. Et le rachat de l'Union Générale par qui était une banque catholique par les Rothschild, qui étaient des banquiers juifs, avait suscité un regain d'antisémitisme dans cette France de la fin du 19e siècle. Et donc pour Durand-Ruel, ça a été une perte sèche. Il l'écrit d'ailleurs à Monet dans une lettre du 31 janvier 1882. Je suis comme vous dans les plus grands ennuis aujourd'hui grâce à la crise épouvantable qui éclate à la bourse. Et Durand-Ruel fut en effet contraint d'organiser une vente aux enchères de ses œuvres de l'école de Barbizon et même certaines toiles impressionnistes. On a dû même faire appel à la police pour contenir la foule qui était surexcitée et scandalisée par l'exposition de Durand-Ruel. Et Durand-Ruel d'ailleurs qui ne couvrit à peine les frais engagés. En tout cas, parmi les acheteurs, il y a eu Georges Charpentier, qui était l'éditeur des naturalistes, l'éditeur de Flaubert, de Zola, de Maupassant, dont Renoir a ici peint la femme. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les tensions vont naître entre Monet et Durand-Ruel. Monet lui impute l'échec de son exposition individuelle en 1883, en raison d'une prétendue communication défaillante et d'une scénographie qui aurait été malheureuse. Et en 1885, Monet rompt son contrat moral d'exclusivité, qui pourtant l'obligeait à exposer uniquement chez Durand-Ruel, et va se rapprocher d'un autre marchand d'art, Georges Petit. Et c'est d'ailleurs chez Georges Petit que se tient la 5e exposition impressionniste dans son immense galerie de 300 mètres carrés, et qui là va être un franc succès. Monet va y vendre 13 toiles en 2 semaines. Donc tout ça pour vous dire que Monet n'a pas de scrupules pour avoir de la monnaie insonnante et trébuchante. Donc on a bien là un jeu de l'offre et de la demande, et c'est parce que Durand-Ruel ne va d'ailleurs pas trouver de public averti à Paris qu'il va se tourner vers le marché américain en organisant dès 1883 la première exposition à Boston. Et surtout, grâce à James Sutton, un des directeurs de l'American Art Association, il organise donc la grande exposition de New York en 1886, pour laquelle d'ailleurs il était exempté de droits de douane. Donc comme souvent, c'est finalement Clémenceau qui aura le mot juste, lui qui disait « De quel tourment Durand-Ruel sauva Monet en lui permettant d'être et de demeurer lui-même à travers toutes les entreprises de médiocrité. Grâce lui soit rendue. » Donc Durand-Ruel a quand même beaucoup
peuvrer à la dignité de Monet et il va quand même assez souvent sauver d'affaires en achetant quand même ses toiles. Faut d'ailleurs pas oublier aussi l'entraide entre les impressionnistes hein, qui s'achetaient entre eux des toiles, notamment les riches, hein, Basile par exemple, qui en 1866 achète à Monet sa toile Femme au jardin pour 2500 francs, un tableau qu'on avait vu ensemble. Alors il faut vous ôter de la tête l'idée selon laquelle Monet se serait levé un matin en disant je vais fonder un courant impressionniste. Hein. Absolument pas. Non, non, lui il voulait peindre ce qui le souhaitait, mais il n'a jamais cherché à vouloir créer autour de lui un courant. Ça ne se passait pas comme ça. Parce qu'il faut bien voir que tous ces jeunes gens, les futurs impressionnistes, étaient des gens insupportables. Ils passaient leur temps à râler, ils se moquaient des vieux maîtres, ils se fichaient éperdument des institutions, ils se voyaient le plus souvent au café, ils refaisaient le monde, ils fréquentaient des filles aux mœurs légères. Et ils choisissaient souvent les auberges dans lesquelles ils descendaient, non pas en fonction de la table, mais des appâts de la serveuse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il s'amusait, d'ailleurs c'est le gendre de Théophile Gautier qui s'appelait Émile Bergerat qui avait cette belle formule, il disait qu'il s'amuse à casser des vitres et à tirer des pétards. Donc des petits artistes bohèmes, hein, c'est l'époque de Carmen, de Bizet, hein, en 1875, et qui donc partageaient tout, l'argent, alors surtout celui de Basile qui était riche, les repas, les bouteilles, puis aussi les femmes. D'accord. Donc, il ne voulait pas créer un courant artistique. D'ailleurs, Monet le disait bien. Il n'était pas d'accord. C'est Huysmans dans l'art moderne en 1883 qui disait que tous ces artistes que l'on appellera ensuite impressionnistes, étaient des artistes d'opinions diverses. D'ailleurs, il y eut de nombreuses rivalités. En 1881, par exemple, entre Degas et Caillebotte, il y eut une espèce de clash, on dirait, au sujet de la 6e exposition. Degas voulait par exemple faire exposer, sous le nom des impressionnistes, toute personne qui critiquait le courant académique. Mais pour Caillebotte, pas du tout. Il fallait que les peintres respectent les objectifs posés en 1874 lors de la première exposition impressionniste. Et donc du coup, Caillebotte va refuser d'y participer. Autre exemple de crise, par exemple, c'est Degas qui ne pardonne pas à Renoir et à Monet d'avoir exposé au salon. Donc d'avoir cherché en quelque sorte une reconnaissance officielle alors même qu'ils conspuaient l'académie. La raison est simple, Degas avait de l'argent, Monet et Renoir en avaient moins, donc ils devaient malgré tout manger. Mais ça, Degas, qui était né bourgeois, ne le percevait pas. Autre débat, plus là intellectuel, plus artistique, autour du maître Ingres. Degas, par exemple, était un vrai défenseur d'Ingres. Et il était fier d'avoir été l'élève de Lamotte, qui était l'élève d'Ingres et de Flandrin. Hein, et il se reconnaissait, lui, dans cette recherche de l'épuration de la forme, du rythme, de l'harmonie, donc de bien travailler la ligne, puisqu'on disait que Ingres était le peintre de la ligne. Or, beaucoup d'impressionnistes étaient plutôt favorables à Delacroix, le vrai rival d'Ingres, qui était partisan de la couleur plus que de la ligne. Donc, ils tâtonnaient, ils cherchaient, ils n'étaient pas tous d'accord, et c'est cette émulation intellectuelle qui fait aussi de ces impressionnistes ce courant artistique divers. Et il est donc temps pour nous maintenant d'étudier quelques peintres impressionnistes, donc pas Monet qu'on verra dans une autre vidéo, mais quelques peintres impressionnistes pour pouvoir voir justement leurs différences. Alors Renoir tout d'abord. Donc Auguste Renoir est né en 1841 à Limoges. C'est le 6e enfant d'une famille de 7. Son père est tailleur, une mère couturière, et donc une famille de manuels dont il est très fier. D'ailleurs, il le disait, hein, la peinture n'est pas de la rêvasserie, c'est d'abord un métier manuel et il faut le faire en bon ouvrier.
Alors la famille s'installe à Paris en 1845 et à 13 ans, il devient peintre en porcelaine chez les frères Lévy. Et le soir, il suit des cours de musique avec Charles Gounod. Vous savez, celui qui est à l'origine du fameux air des bijoux, hein, de Faust, et qui était donc à l'époque le maître de chapelle de l'église Saint-Eustache. Et d'ailleurs, Renoir était très bon en solfège, il avait une voix de baryton léger. Et en 1861, donc il a 20 ans, il va dans l'atelier de Gleyre et c'est là donc qu'il rencontre Monet. Alors il confie à son ami Albert André, hein, qui lui-même il n'avait pas un tempérament de lutteur et que sans Monet, il aurait, il dit, hein, je cite, lâché la partie. Hein. Renoir était en fait célèbre pour sa bonne humeur, il aimait bien moquer les vanités, il ramenait souvent les pédants au bon sens, mais il était souvent réservé, silencieux, pâle, et il était moins bourru que Monet. Et c'est Renoir, hein, souvenez-vous, qui accompagne Monet à la Grenouillère, donc à Croissy, où il pouvait voir des canotiers. Canotiers donc qui sont bien visibles sur ce tableau donc intitulé Le déjeuner des canotiers. Ce tableau a été peint à l'auberge Fournaise à Chatou et Adolphe Fournaise, c'était un charpentier de bateau qui a installé son atelier sur les bords de Seine et il attirait comme ça les Parisiens qui s'adonnaient au canotage. Et en 60, donc il ouvre un restaurant, loue des bateaux et héberge les peintres comme Renoir qui va se mettre à peindre son tableau en 1881 ici, même si en fait hein, il le finira dans son atelier. Alors, que voit-on dans ce tableau? Alors au premier plan pose Aline, sa future épouse, qui joue avec son petit chien. Derrière, on a les enfants Fournaise, avec Alphonsine qui a l'air d'être captivée par la conversation du baron Raoul Barbier, qui est un grand amateur de chevaux, de canots et même de femmes. Et à droite, c'est Caillebotte, hein, le fameux peintre que j'avais déjà mentionné, qui est passionné par la voile, qui a participé à des régates, qui a créé des coques aérodynamiques, qui est à côté d'Hélène André, le modèle, un des modèles des impressionnistes, on y reviendra. Et plus loin, on voit Charles Efroussi, l'éditeur de la Gazette des Beaux-Arts, qui est en chapeau haute forme et qui discute avec le poète Jules Laforgue. Et donc si vous comptez bien, en tout, vous avez 13 personnages, sauf que 13, ça porte malheur. Et donc là, Renoir c'est représenté en tout petit, pour qu'il puisse être 14. Donc on a bien des canotiers, on voit les voiliers qui sont visibles au travers des saules, avec des jeux d'ombre et de lumière, hein, puisque les personnages sont dans des tons pastels, mais vifs, hein, assez fondus finalement, en comparaison avec les fruits, qui eux ont des couleurs très vives, hein, aux traits puissants et purs. Donc c'est ce contraste de couleurs qui sera bien entendu une des marques de fabrique des impressionnistes. Mais là où Renoir va encore plus travailler son pinceau, c'est pour son chef-d'œuvre, le bal au moulin de la Galette, une peinture achetée d'ailleurs par Caillebotte en 1879 et qui en fera ensuite don à l'État en 1894. Alors là, donc, on a une scène de bal au moulin de la Galette. Donc on est un dimanche après-midi, vous le voyez, une foule de bourgeois se détend, on voit la cour ombragée où on séduit, on discute, on rigole, on fume, on boit. Hein, si on regarde mieux, on peut définir trois plans qui sont séparés par une diagonale. On a au premier plan la discussion des personnes assises, au deuxième plan les danseurs et au troisième plan des bâtiments, hein, où on aperçoit l'orchestre. Alors au centre, on voit donc Jeanne qui pose là où le peintre l'a rencontrée en vrai, on a Estelle, sa petite sœur, sur laquelle Jeanne s'appuie avec complicité. Et autour, on a les amis de Renoir qui l'aidaient à transporter sa toile, hein, de son atelier rue Cortot au moulin de la Galette. Alors parmi ses amis, vous avez à droite l'écrivain Georges Rivière, hein, c'est celui qui prend des notes pour les impressionnistes. Voilà ce qu'il écrivait, hein, au sujet de ce tableau. Georges Rivière, il disait « C'est une page d'histoire, un monument précieux de la vie parisienne d'une exactitude rigoureuse ». Et puis on voit également de dos le peintre Franck Lamy qui n'a pas trop de talent, mais
il a eu le mérite de convaincre Renoir de faire un tableau de bal, donc en voyant une première esquisse. Donc c'est lui qui lui a dit que son esquisse était belle et qu'il fallait absolument qu'il en fasse un tableau. On voit qu'ils doivent boire sans doute de la grenadine. La grenadine, ça vient du fruit d'Asie, la grenade, hein, qui est arrivée en Europe par les invasions arabes, par la péninsule ibérique. D'ailleurs, la ville de Grenade doit son nom à ce fruit, hein, parce que les maisons y étaient serrées les unes contre les autres, comme les grains à l'intérieur du fruit. Donc à l'époque, la grenade était rare et chère à Paris. Puis on trouvait, on n'aimait pas trop le goût à l'époque, et donc du coup on en faisait des sirops de grenadine, donc en le mélangeant avec des fruits rouges, de la vanille et du citron. Au fond, on voit l'orchestre, hein, qui mêle des mélodies entraînantes, hein, donc on y danse la mazurka, le quadrille, la polka. Donc c'est assez rare, hein, les tableaux où l'on voit des gens danser. Donc là vraiment les impressionnistes, on le voit, s'intéressent à tous les aspects de la vie urbaine, en tout cas pour Renoir. Et puis vous le voyez également, on a typiquement là l'impact de l'osmanisation, puisqu'on voit des réverbères qui éclairent, on a des bancs pour s'asseoir, on voit la ville de fer qui naît à cette époque, on voit les arcades, hein, derrière les acacias. Donc on a Renoir là qui prend en plus un format de tableau d'histoire, hein, puisque le tableau mesure 1,3 x 1,7 mètres, pour représenter eh bien, une des scènes de la vie quotidienne. Renoir là, vous le voyez, n'établit la profondeur qu'à partir de la taille des personnages, hein, qui se rétrécissent plus on s'éloigne donc dans le tableau. Il ne passe pas tellement du net au flou, hein. Les personnages sont assez flous même au premier plan, parce que son but en fait, ce qu'il veut faire ressortir, c'est cette ambiance de gaieté. Ça, je crois que tout le monde le voit. On a vraiment un jeu des couleurs claires, hein. On a une atmosphère bleutée qui est un peu parsemée de taches de lumière, hein, rose, jaune, bleu, et qui font d'ailleurs d'autant plus ressortir les personnages. Et on a un beau rendu de parures et des étoffes. N'oubliez pas, hein, qu'il était le fils de tailleur, hein. On voit aussi les sourires qui émanent des personnages. Donc un point de vue surplombant, pas de noir dans les couleurs, hein, parce que le sujet est gai. D'ailleurs, on lui doit cette phrase à Renoir, il aurait dit un beau jour, l'un d'entre nous n'eut plus de noir, l'impressionnisme était né. Donc on a là un peintre du bonheur qui représente eh bien, une scène donc située à Montmartre. Alors Montmartre, étymologiquement, ça viendrait de Mons Martyrium, le mont des martyrs, où Saint Denis, hein, serait mort. Hein, et à l'époque, la vie n'était pas chère, l'air y était pur, en tout cas plus pur qu'à Paris, hein, dans la plaine, et la luminosité meilleure pour ces peintres impressionnistes qui voulaient vivre une vie un petit peu opposée à celle des bourgeois, même si certains avaient vraiment une vie de bourgeois, mais en tout cas ils voulaient connaître les cabarets. Donc comme la cigale et la fourmi, le chat noir, le lapin agile, avec sa bohème, avec ses lorettes, hein, ce sont ces femmes de petite vertu. Et à l'époque, vous aviez à Montmartre 30 moulins qui pressaient le vin et moulaient la farine. Et c'est pour cela qu'on parle donc du moulin de la Galette. Alors en fait, il s'agit de deux moulins de la Galette, le Blut de fin qui tamisait la farine et le Radet, qui appartenaient à Nicolas Charles Debray, qui va ajouter à ces deux moulins en 1834 une guinguette et un bal. Et c'est lui qui va appeler l'ensemble le moulin de la Galette parce que les meuniers débitaient un pain de seigle qui était servi avec du lait. Du lait parce que en fait donc il ne pouvait plus lui-même boire de l'alcool, puisque le 30 mars 1814, au moment où les Russes entraient dans Paris et à Montmartre, donc les combats avaient été sanglants ici, et son père, qui avait tué le militaire ayant tué ses trois frères, a été découpé sous ses yeux en 4 morceaux. Chaque morceau était cloué à chaque aile du moulin. Et lui-même, donc Nicolas Charles, avait reçu un coup de lance russe dans l'estomac, ce qui l'empêche à vie désormais de boire de l'alcool. Donc c'est pour ça qu'il sert le lait avec donc les galettes. Et voilà où s'installait Renoir pour témoigner de son optimisme, hein, bien visible dans sa peinture. Il le disait, pour moi un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie. Oui, jolie.
D'ailleurs, il peignait souvent en fredonnant des airs d'Offenbach. Il continuait en disant: le secret, c'est d'avoir peu de besoins. Donc, eh bien oui, il avait peu de besoins, il suffisait de voir des foules heureuses qui dansaient dans des guinguettes et cela le ravissait. Et il aimait les rires, les jeux de séduction entre les bourgeois et les grisettes qui s'encanaillent. Et donc il a voulu reproduire, eh bien, dans ses œuvres, eh bien, cette joie de vivre à Montmartre. D'ailleurs, il vivra longtemps, lui, à Montmartre, hein, rue Saint-Georges. Il avait plusieurs ateliers sur la Butte ou rue Cortot, donc, où il a peint le bal du moulin de la Galette. Et, et en 1891, il va s'installer avec sa femme, Aline Charigot, donc celle qui était dans le déjeuner des canotiers, et leurs enfants, donc rue Girardon, dans un pavillon du château des Brouillards, dont il va transformer le grenier en atelier. Vous le voyez sur ce tableau, il représente souvent sa famille, donc Madame Renoir qui est au bras de son fils Pierre, futur acteur de cinéma, avec Jean, également le fameux cinéaste, Jean Renoir, et avec Gabrielle Renard, la nourrice, et avec une jeune voisine. Il aimait bien représenter sa femme Aline, comme dans Baigneuse blonde par exemple, dont il appréciait le physique. Il disait: quelle différence avec ces femmes à la mode qui se donnent des rétrécissements d'estomac pour rester minces et pâles. Ici, on voit son fils Claude, dit Coco, né en 1901, donc Renoir avait 60 ans, qu'il initiera à la céramique. Donc Renoir adorait représenter des portraits. Comme il le disait, les sujets les plus simples sont éternels. Et il représente donc ses mécènes ou ses modèles, comme Louise Tréhaut, Louise à l'ombrelle, là, comme vous le voyez, donc qui est un tableau adoré par Zola, ou la Bohémienne, en 1888, donc Lise à qui Renoir fit 2 enfants. Il aimait également représenter Nini Lopez. À la première exposition impressionniste, il envoie la loge où elle pose, avec son frère d'ailleurs, Edmond Renoir, où il aimait bien aussi représenter Gabrielle Renard, donc Gabrielle à la Rose, qui était une cousine d'Alice, mais il a peint une dizaine d'autres femmes. D'ailleurs, il avait des phrases assez intéressantes au sujet des femmes. Il disait: je les aime quand elles ne savent pas lire. Mes modèles à moi ne pensent pas. Mais il disait: la femme rend la vie supportable. Donc, c'était des phrases aussi humoristiques, puisqu'il adorait la compagnie des femmes. Donc après sa période impressionniste, il adopte d'autres manières, donc une manière ingresque de 1883 à 1888, donc il va un petit peu abandonner la touche impressionniste pour des contours linéaires et plus précis en privilégiant les dégradés de rose. Comme il le disait, la palette d'un peintre ne signifie rien, c'est son œil qui fait tout. S'il aime le rythme endiablé de la capitale, Renoir n'en affectionne pas moins la campagne. Comme il l'écrit à Manet, je deviens de plus en plus campagnard. Et il va acheter à Essois, dans l'Aube, une maison en 1896, et il va s'y rendre tous les étés. D'ailleurs, là-bas, il y accueillera beaucoup d'amis, comme Berthe Morisot et sa fille Julie Manet, dont d'ailleurs il s'occupera beaucoup, à la mort de Berthe. C'est un homme qui était extrêmement optimiste. Et heureusement, parce que cela va l'aider à supporter la maladie très invalidante dont il va souffrir durant 30 ans, puisqu'à partir de 1897, donc au moment où il achète à Essois sa maison, il va donc être atteint de polyarthrite rhumatoïde, ce qui est embêtant pour un peintre, à la suite d'une chute de vélo. L'épisode est simple et bête, il dérape dans une flaque d'eau, il tombe sur un tas de cailloux et se casse le bras. Or du coup, ne pouvant plus trop peindre, il va s'initier à la sculpture, conseillé par le marchand d'art Ambroise Vollard. Et malgré les cures thermales, donc à la fin de sa vie, il va peindre avec des mains bandées, se déplacer en fauteuil roulant, donc dès 1911, et quand il voudra peindre dans son jardin, il devra être porté, parce qu'il ne peut plus se déplacer. Et à la fin de sa vie, il vit à Cagnes-sur-Mer, donc dans la ferme des Colettes. C'est sa femme Aline qui l'a persuadé en 1907 d'acheter une villa là-bas. C'est l'avantage Cagnes donc d'être magnifique.
donc d'avoir une magnifique lumière pour un impressionniste, et puis surtout ça lui permet de fuir les hivers de Paris, et comme son ami Ferdinand de Conchy y habitait, Renoir n'a pas beaucoup hésité. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur Renoir, donc un peintre impressionniste qui se caractérise lui par on va dire sa touche assez assez claire finalement, parmi les impressionnistes, et sa volonté de représenter des portraits. Ça, c'est typique de Renoir, et la vie parisienne. Il s'intéresse assez peu, finalement, à la campagne par rapport à Monet. Le deuxième peintre impressionniste que je voulais que l'on voit, eh bien, c'est Berthe Morisot. Et oui, une femme, une des rares peintres femmes, effectivement, au XIXe siècle, à part Rosa Bonheur, qui était un peintre spécialisé dans la représentation des animaux, il n'y en avait pas, et ce sont les impressionnistes qui vont être les premiers à tolérer des femmes peintres dans leur courant artistique. Alors Berthe Morisot est née à Bourges en 1841, elle est l'une des 3 filles d'un ancien préfet devenu conseiller à la Cour des comptes et d'une mère, donc issue d'une famille de hauts fonctionnaires des impôts. Alors autant dire que les sœurs Morisot vont connaître une enfance choyée, très bourgeoise, et ils vont avoir l'habitude de recevoir chez elles des artistes. Ce sont les fameux mardis de Madame Morisot, où d'ailleurs les Manet venaient. Les 3 filles s'appellent donc Berthe, Yves, qui était un prénom aussi pour une femme à l'époque, et Edma. Madame Morisot, donc, qui est descendante de Fragonard, va inciter ses filles à embrasser des carrières d'artistes. Edma et Berthe vont, du coup, comme elles ne peuvent pas entrer à l'école des beaux-arts en tant que femmes, et oui, eh bien, sont confiées à des professeurs particuliers. Alors ça va, ce ne sont pas n'importe quels professeurs, c'est Corot, Daubigny et Oudinot. Donc autant dire que elles ont été formées par les meilleurs. Et au Louvre, elles vont rencontrer Manet qui dira d'elles « Les 2 sœurs Morisot sont charmantes, c'est fâcheux qu'elles ne soient pas des hommes ». Alors Berthe expose au salon des paysages jusqu'en 1873, des paysages salués par Zola, regardez le chaudron, et ensuite elle n'exposera plus, elle exposera au salon des impressionnistes. C'est Fantin Latour qui présente Eugène Manet à Berthe, qui va être fasciné et qui va poser longuement pour lui. Pensez, Manet va faire 11 portraits d'elle. Elle dira « Il m'a dit que je lui portais bonheur ». Pourtant, elle n'était pas facile à vivre, Berthe. Elle était colérique, mélancolique, et surtout, elle était très jalouse des autres femmes. Et elle n'arrêtait pas de les critiquer. Elle méprisait le mode de vie affiché par certaines femmes entretenues, comme Méry Laurent. Elle méprisait les femmes volages, comme Victorine Meurant, le modèle de Manet. Et elle critiquait celles qu'elle appelait les 2 sottes. C'est son terme, donc les 2 sottes de Degas. Pire, elle appelait la femme de Manet la grosse Suzanne. Et oui, parce qu'en plus, elle n'aimait pas du tout les femmes ayant de l'embonpoint. Elle mangeait peu pour ne pas grossir, et elle était très jalouse des autres femmes qui avaient un beau physique, en étant très froide avec elle dans les relations. Et alors du coup, ne pouvant pas épouser Édouard Manet, elle va se rabattre sur Eugène, son frère, et se marier avec lui en 1874. Et là, elle va épouser le mode de vie bourgeois, un peu comme sa sœur d'ailleurs, sa sœur qui a été mariée en 1869 avec Adolphe Postillon, qui était un officier de marine. Vous la voyez ici avec Jeanne et Blanche, 2 de ses filles. Et Berthe va fonder une vie de famille, ses œuvres en témoignent. Regardez le berceau, vous voyez Edma qui est penchée sur Blanche, sa 2e fille, qui a été présentée en 1874 chez Nadar. Vous le voyez, le visage du nourrisson qui est à peine esquissé révèle quand même une liberté nouvelle qui l'éloigne de l'art officiel. Comme elle l'écrit, il serait temps de laisser voir ce qu'on a dans le cœur. Et ce qu'elle a dans le cœur, eh bien, c'est bien sûr la volonté de représenter sa fille, Julie. Elle la représente sous toutes ses postures. Regardez là Eugène Manet et sa fille au jardin. Et donc là, avec sa fille, elle va être plus apaisée, elle ne va plus détruire ses toiles. Et avec son mari, elle va instituer, comme sa mère l'avait fait avant, les jeudis de la rue de Villejuste, où se pressaient Degas, Renoir, Caillebotte, Marie Cassatt, Fantin Latour, donc tous les impressionnistes, ainsi que Puvis de Chavannes, et Mallarmé, qui est le poète tuteur de la fille de Berthe. Donc voilà pour un petit portrait de Berthe Morisot.
Troisième peintre, un Edgar Degas, qui était, alors par rapport à Renoir, un homme beaucoup plus mélancolique, plus distant, un fumeur de pipe invétéré, mal dans sa peau, hein. Il le disait, j'avais si peu de confiance en moi. Pourtant, ses ascendances aristocratiques auraient pu lui éviter, hein, de ruminer ses sentiments. Alors, parce que à l'origine, c'est Edgar Degas avec la particule, hein. Lui, il signait sans, mais son grand-père avait fui de la Révolution française en tant que noble, il s'était exilé à Naples où il avait ouvert une banque, et le père de Degas était revenu au pays, avait ouvert une filiale à Paris. Et Degas va connaître les grands établissements parisiens, et donc il va étudier à Louis le Grand, il entreprend des études de droit, tout en dessinant pour son plaisir, mais en 1855, il obtient de son père de pouvoir entrer à l'école des beaux-arts. Son père aimait l'art, hein. Et il eut là-bas pour professeur Lamotte, qui était un élève d'Ingres. Et Degas va même avoir le privilège de rencontrer en personne Ingres, donc son futur mentor. Ingres qui lui a donné ce conseil: faites des lignes, beaucoup de lignes, d'après nature et de mémoire. Et Degas ne l'oubliera jamais, ce conseil. En 1856, il séjourne en Italie, il s'arrête chez son oncle, hein, le baron Bellelli. Il y réalise des croquis préparatoires pour son œuvre de 1859 que vous voyez, une œuvre intéressante, hein, parce qu'elle retranscrit bien l'atmosphère pesante qui règne dans cette famille bourgeoise. Regardez le papier peint, le mobilier, le cordon de la sonnette pour appeler les domestiques, hein. Et vous le voyez à travers les personnages, Laure Bellelli est froide et austère. Elle est en tenue de deuil. Et oui, le grand-père de Degas, Hilaire, venait de mourir. Vous le voyez à la sanguine, hein, sur la mûre. Et elle se situe, Laure, à distance de son mari, Gennaro, qui tourne le dos au spectateur, un peu comme exclu du cercle familial. Et à gauche, vous avez Giovanna, la fille aînée de 10 ans, qui est sage, car elle est déjà prisonnière en fait des conventions liées à son rang, hein. On lui a dit de bien se tenir, donc elle se tient bien, comme une vraie bourgeoise. Alors qu'au centre, Giulia, qui n'a que 7 ans, donc juste avant l'âge de raison, est en fait peu sensible à la pesanteur, à la tension ambiante, et elle introduit une note d'innocence, hein, en fait, sur ce portrait de groupe. Regardez, elle croise une jambe sous ses jupes et elle est attirée par le chien. Donc là, Degas s'inspire de Van Dyck pour les perspectives ouvertes, hein, avec les portes et les miroirs et les couleurs sobres, et aussi il s'inspire d'Ingres, bien sûr, pour les traits. Mais en même temps, la composition est quand même moderne et originale. Donc on a la forme triangulaire, certes, donc là c'est classique, mais on a une impression de malaise avec le chien qui est coupé hors cadre, qui rompt donc avec la représentation traditionnelle de la famille bourgeoise. Et c'est très intéressant parce que auparavant, la famille bourgeoise était vue comme triomphante. Quand on demandait à un peintre de se faire représenter, c'était pour montrer qu'on avait réussi, pour montrer notre richesse, pour montrer la fierté qu'on avait d'exhiber sa famille. Eh bien là, non. Là, non. Finalement, la famille n'est plus triomphante, là, elle est douloureuse, elle a ses drames, on montre la mort, alors qu'auparavant, on montrait plutôt sa descendance. Donc là, on voit que Degas pose un regard désabusé sur la société mondaine dont il est originaire. De 1865 à 1870, il est admis au salon, avec scènes de guerre au Moyen-Âge, la source, mais il va se lasser de l'indifférence du public pour ses toiles qui finalement n'étaient pas remarquées. En 1873, il va donc s'impliquer activement dans la création de la Société anonyme coopérative des artistes de Monet, et à la première expo impressionniste, en 1874, il va exposer 3 tableaux de danseuses et un tableau de course hippique. Tableau pour lequel d'ailleurs Castagnari dira « Quelle justesse dans le dessin et quelle jolie entente de la couleur ». De sorte que Degas est finalement l'un des rares impressionnistes à ne pas être conchié par le public à cette époque-là, et les amateurs se pressaient pour acquérir ces danseuses. Bon, il en fera 1500 durant sa vie. Halévy dira que Degas trouvait les danseuses toutes charmantes et qu'il les traitait comme des enfants à lui. Il va donc multiplier les angles de vue, il va les montrer tantôt en plein exercice, tantôt sur la scène, tantôt au repos dans leur loge. Donc il va mettre à l'honneur leur beauté, bien que parfois, non, il montre des poses inélégantes, des poses avec des minois ingrats, où il va montrer la lassitude chez ces danseuses. Et pour l'écrivain Huysmans, cela témoigne de la misogynie
du peintre Degas. Or, en fait, pas du tout. Huysmans, lui, était un vrai phallocrate, mais Degas, non. Même s'il est resté célibataire, il s'est toujours défendu d'être misogyne. Il disait, c'est dans le commun qu'est la grâce. Donc il ne voulait absolument pas critiquer ces femmes. Regardez ce pastel, intitulé Le Rideau, hein, que Degas a réalisé vers 1880. Que voyez-vous? Un rideau tombe sur la scène qui cache les danseuses, donc qui ne sont réduites qu'à des chaussons ou des mollets. Et devant ces rats de l'opéra, on voit à droite, pour faire plaisir à La Fontaine, un lion. Mais oui, un lion, c'était un abonné de l'Opéra de Paris, donc un abonné de l'Opéra Garnier, qui pouvait assister au spectacle depuis les coulisses, et qui était souvent plus intéressé par les tutus que par la chorégraphie, il faut l'avouer. Et ici, le lion se montre entreprenant, puisque à côté de lui, vous avez une danseuse à droite. Et ces danseuses, le peintre avait l'habitude de les faire poser dans son atelier, comme le note d'ailleurs Edmond de Goncourt dans son journal en date du 13 février 1874. Voilà ce qu'il écrit. Hier, j'ai passé mon après-midi dans l'atelier d'un peintre nommé Degas. Défilent les danseuses. Et en effet, Degas réalise 150 sculptures de danseuses. Et oui, il sera le seul sculpteur impressionniste. Regardez la petite danseuse de 14 ans de Degas qu'il a créée en 1881 et qui va faire sensation, même si elle va faire scandale. C'est une figure grandeur demi-nature en cire, avec des cheveux de poupée, un vrai tutu en tulle qui habille la sculpture, un vrai nœud de soie qui orne ses cheveux et des chaussons réels. Et son modèle, c'est une danseuse belge, Marie-Geneviève von Goethem. Alors oui, il fait sensation, son œuvre sera d'ailleurs coulée en bronze, même s'il ne le voulait pas, personnellement préférant le côté éphémère. Degas réalise aussi en 1890 sa danseuse regardant la plante de son pied droit. Et là, on voit que Degas n'utilise pas les armatures toutes faites, ce qu'on appelle les squelettes, hein, qui aident à fixer la pose d'une figure, mais il utilise seulement un simple fil de fer et des manches de pinceau qu'il attache ensemble. Il n'emploie pas non plus les méthodes traditionnelles de modelage en se servant de liège comme remplissage et en préférant par exemple la pâte à modeler à l'argile. À la différence de Renoir, les toiles de Degas témoignent d'une certaine mélancolie qui sont le reflet de sa lassitude. Alors, en effet, Degas a perdu sa mère à 13 ans, en 1874 il perd son père, qui meurt. À la même date, un de ses frères se ruine. L'autre blesse un rival, donc en duel d'un coup de revolver. Et puis, sa sœur Marguerite se retire en Argentine avec son mari et ses enfants en 1889. Ce qui fait qu'il se sent vraiment isolé. Il est en pleine déréliction. Et il va traquer dans les cafés ou les blanchisseries ces héroïnes d'un quotidien difficile. Et c'est pour cela qu'il montre les repasseuses qui bâillent de solitude, qui répètent des gestes immuables et qui se réfugient dans l'alcool. Mais le meilleur de ces tableaux, donc, sur la question, c'est l'absinthe. Ou dans un café en 1876. Alors que voit-on? On voit essentiellement le regard errant d'une jeune femme éméchée. On le voit aux épaules tombantes, son regard creux, son air triste, hein, son spleen, dirait Baudelaire, ses vêtements délabrés. Une femme que son compagnon ignore, hein, lui-même a sa face ravagée par le vin, et qui sont tous les deux sur la banquette d'un café. Alors le café, c'est le café de la Nouvelle Athènes, place Pigalle, devenu après 1870 le nouveau lieu de rendez-vous des artistes après le café Gerbois. Et Degas avait fait poser ses amis Hélène André, hein, souvenez-vous, on en avait parlé, et Marcellin Desboutins.
Là, on est vraiment dans l'assommoir de Zola. D'ailleurs, Zola le dira, hein, j'ai tout bonnement décrit, en plus d'un endroit dans mes pages, quelques-uns de vos tableaux. Alors, Degas montre une audace de la composition là. On voit que les personnages sont placés sur une oblique montante, selon une perspective fuyante, qui les isole du spectateur par des tables se coupant à angle droit. En fait, on a le sentiment de voler un moment d'intimité des deux buveurs. Autre audace, en plus de celle de la composition, l'audace iconographique. Le sujet, c'est l'absinthe. On est loin de Renoir qui ne montrait pas l'absinthe mais la grenadine. L'absinthe, surnommée la fée verte par Oscar Wilde, c'était un alcool fort de 72 degrés, produit par les usines Pernod, et qui était consommé sans aucune modération par Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, qui la fera connaître à Van Gogh, et encore Picasso, Musset, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Edgar Poe, Hemingway. Toute l'élite artistique de l'époque passait ses soirées à boire de l'absinthe. Et ça ne leur a pas fait que du bien. L'absinthe, donc, c'était de l'anis vert, de l'artémisia, du fenouil et de la menthe, hein, selon une recette du docteur Ordinaire, hein, pour un breuvage non ordinaire, donc en 1792, hein, selon la légende. Et en fait, à un volume d'absinthe étaient ajoutés 6 à 7 volumes d'eau fraîche qui étaient versés goutte à goutte sur un sucre posé sur une cuillère percée, qui était elle-même placée sur le verre, donc à l'horizontale, hein, afin d'exhaler ses arômes. Et la boisson était beaucoup consommée en raison du prix élevé du vin à cause du phylloxéra qui avait détruit beaucoup de vignes et qui avait fait augmenter donc ce prix du vin. Et donc suite au combat mené par les ligues anti-alcooliques, avec Pasteur et Claude Bernard, qui avait été d'ailleurs opportunément aidé par le lobby viticole, qui voyait en l'absinthe une vraie rivale, eh bien la boisson devient interdite à la vente en 1915. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Jules Félix Pernod, hein, qui commercialisait l'absinthe, va se lancer ensuite dans une nouvelle boisson, le fameux pastis. Bon. Et on ne consommera plus d'absinthe qui avait des effets abortifs chez les femmes, qui provoquait des épilepsies et des démences. Pensez à celle de Van Gogh ou de Toulouse-Lautrec. Hein, le 22 décembre 1888, au café, Van Gogh a jeté à la figure de Gauguin son verre d'absinthe. Gauguin part, alors que Van Gogh le menace avec un rasoir et qui va lui servir pour se couper l'oreille jusqu'au lobe pour l'offrir ensuite dans un mouchoir à Rachel, une femme de réconfort. Hein, ces fameux épisodes de la querelle entre Van Gogh et Gauguin. Donc pour tout ça, pour vous dire que l'absinthe n'a pas fait que du bien. Donc voilà pour ce tableau très célèbre de Degas qui, vous le voyez, dépeint un autre univers que Renoir. Et si Duranty écrit de Degas qu'il est un artiste d'une rare intelligence, préoccupé d'idées, ce qui semblait étrange à la plupart de ses confrères, c'est que Degas avait une théorie bien à lui de la peinture. Et en effet, il s'insurge contre la peinture de plein air. Vous ne le verrez jamais représenter la nature. En cela, il ressemble un petit peu à Renoir. Et d'ailleurs, Degas refuse de se faire appeler impressionniste, bien qu'il expose avec eux, et se rapproche de Manet et de la figure du vrai peintre, tel que la concevait Baudelaire. Baudelaire qui disait « Le vrai peintre sera celui qui saura prendre à la vie actuelle son côté épique ». Et en effet, Degas étudie la vie épique urbaine en insistant sur les aspects sombres de la vie de Bohème, à la différence de Renoir. Degas qui aura du mérite parce qu'il est victime d'une maladie oculaire en 1870 et depuis ce temps-là, il est quasiment aveugle. Tous les jours, il se faisait lire le journal par sa bonne Zoé. Et c'est d'ailleurs pour cette raison aussi qu'il s'initiera à la sculpture. Donc voilà un personnage intéressant que Degas qui va essentiellement étudier la vie urbaine et ses affres, à la différence des autres impressionnistes et notamment de Monet qui privilégiera la nature. Passons maintenant à Sisley. Alfred Sisley est né à Paris en 1839.
et est le fils d'un couple anglais qui mène en France une existence relativement aisée. En fait, son père dirige une entreprise spécialisée dans le commerce international de fleurs artificielles. Et William, son père, envoie donc son fils faire ses études de commerce à Londres en 1857 parce qu'il était désireux de voir son fils suivre sa propre voie. Et le jeune homme va rester 5 ans à Londres, passant beaucoup de temps, d'ailleurs plus dans les musées et les galeries, hein, où il va admirer les paysages de Constable, Turner et Bonington, ainsi que lire beaucoup de Shakespeare. Et à son retour en France en 1862, Alfred va persuader son père de le laisser entreprendre une carrière artistique. Et il s'inscrit donc à l'atelier de Gleyre, où il va rencontrer Monet, Basile et Renoir. Et dès 1864, il partage avec ses nouveaux amis de très bons moments donc consacrés à la peinture en plein air. Hein, vous le voyez là sur le tableau de Renoir, le cabaret de la mère Anthonie, hein, à l'auberge de Marlotte, à côté de la forêt de Fontainebleau. On le voit avec Monet ou Jules Lecoeur. Hein, comme le disait Renoir à son fils Jean, il disait « c'est un être délicieux ». Et en effet, Renoir sans le sou vivait chez Sisley, avenue de Neuilly. Donc Sisley passe pour être un coureur de jupons, hein, comme le raconte avec malice Renoir. Il disait « Une fille superbe, moi je la peignais, elle posait comme un ange. Sisley ne se contentait pas de la peindre, elle était folle de lui, je ne sais pas comment ça s'est terminé. » Alors dans les œuvres de cette époque de Sisley, on décèle l'influence de Corot, hein, on le voit à travers les teintes sombres obscurcissant donc en partie ces paysages. Regardez donc son avenue de Châtaignier à la Selle Saint-Cloud, hein, qui vous montre une longue bande de ciel bleu au-dessus hein, d'une végétation au ton chaud. Alors à l'époque, plusieurs de ces toiles vont être présentées au salon hein, en 1866, en 1870, avec la vue du canal Saint-Martin, qui était elle d'ailleurs inondée de soleil. Et 1870, c'est l'annus horribilis hein, pour Sisley. Alors déjà, il va retrouver sa maison de Bougival entièrement pillée par les soldats allemands, et il doit se réfugier à Paris avec sa femme Eugénie Lesquezec et leurs deux enfants Pierre et Jeanne Adèle. Et à Paris, il assiste au siège donc des Prussiens et même à la Commune, hein, cette révolte populaire. De plus, la guerre donc franco-prussienne va ruiner le négoce du père qui ne pourra alors plus du tout le financer, d'autant qu'il n'appréciait pas déjà sa liaison avec Eugénie, Sisley d'ailleurs épousera 30 ans plus tard, en 1897. Et donc, du coup, Sisley peut écrire à cette époque « J'ai désespérément besoin de 150 francs, ma femme est malade et je n'ai rien à lui donner, pas un sou. » Parce qu'effectivement, à l'époque, il devait subvenir aux besoins de toute la famille. Et c'est parce que ces toiles de 1867, 69 ou 73 ont été refusées au salon qu'il va contribuer à la création de la Société anonyme coopérative de Monet. Et il participera aux expositions du groupe en 1876, 77 et 82. Ces difficultés financières obligent Sisley à déménager plusieurs fois, et partout où il habite, il peint avec bonheur les villages d'Île-de-France, ses rivières, son ciel changeant. Il ne peint pas la ville par rapport aux autres impressionnistes, hein, mais uniquement des points de vue traditionnels comme des ponts, des églises ou les rives de la Seine ou du loin. Il représente également les saisons. Regardez, comme ici vous avez l'hiver, hein, dans Hiver couvert à Louvciennes, donc une scène qui est rendue dans une gamme de gris, hein, vous le voyez, sous un ciel couvert. En 1872, il s'installe chez Monet à Argenteuil, en peignant rue de la Chaussée à Argenteuil, et il profite des crues de la Seine en 1872 et 76, qui vont perturber hein, son environnement traditionnel, pour capter l'éphémère de l'instant, avec une série de 4 toiles intitulées « L'inondation à Port-Marly ». Et là, il note les désagréments de la crue.
Regardez le passage en planche qu'il faut monter pour accéder au marchand de vin et l'auberge à Saint-Nicolas. Il insiste sur les reflets de l'eau, sur les changements de lumière. Comme l'écrivait Mallarmé, le poète, Sisley fixe les moments fugitifs de la journée, observe un nuage qui passe et semble le peindre en son vol. Et en témoignant que de l'aspect naturel de l'inondation, Sisley va s'opposer involontairement à l'art académique de Bouguereau, qui nous représente un art de propagande montrant Napoléon III secourant les sinistrés. Et c'était d'ailleurs la même chose à l'époque donc de Sisley, puisque au même moment, suite à la crue de 1875, celle au cours de laquelle le président MacMahon était allé à Toulouse en sortant son que d'eau, qui avait fait grand bruit et donc à l'époque, et qui était représenté donc exactement comme Napoléon III, donc en tant que président qui secourait les sinistrés, donc selon les images de Pinal de l'époque, eh bien lui, non, choisit plutôt de montrer uniquement les conséquences naturelles et pas du tout humaines ou politiques. Analysons maintenant cette toile, la scène à Port-Marly de 1875, qui est vraiment une toile qui correspond à la maturité de Sisley au niveau artistique. C'est une petite toile, 54,5 x 78 cm. Alors quelles sont du coup, à travers cette œuvre, les caractéristiques de l'art de Sisley? Alors tout d'abord, regardez, le sujet est rural, n'est pas urbain, puisque là il représente les bords de la Seine. Il est à Marly. À Marly, il aurait très bien pu peindre les beaux jardins à la française, mais non. Il ne peint pas d'ailleurs sur les bords de la Seine les guinguettes et les canotiers comme ses amis. Il préfère peindre la vie quotidienne d'un pays qui travaille. C'est son humilité. Et là, les embarcations ne sont que de simples lignes sombres dessinées sur l'eau. Donc on a une impression de sérénité qui, dans ce tableau, tout juste animé par la discrète présence des humains qui ne sont pas perturbés pour autant par notre regard, si vous voulez. Donc c'est la nature avant tout, plus que les hommes. Et d'ailleurs, lui peignait sur le motif, donc alors, bon, bien qu'il la corrige un petit peu en atelier, mais il peignait essentiellement dehors. La deuxième caractéristique de ce tableau, c'est bien sûr l'importance du ciel. Si on regarde, c'est quand même un bon tiers de la toile. Comme il l'écrivait à son ami Adolphe Tavernier, c'est le ciel qui doit être le moyen. Le ciel ne peut pas être qu'un fond. Je commence toujours une toile par le ciel. Et en effet, le ciel apporte la dimension de l'espace et permet d'ordonnancer les plans. Si on regarde là ces toiles représentant le port de Saint-Mamès, on voit là que Sisley déplace son angle de vision de 180 degrés pour peindre une suite de tableaux qui se répondent, et avec un ciel qui est traité différemment sur chaque toile. Et là, le mouvement des touches indique que le vent souffle de droite à gauche. Notre peintre sait exploiter le cours du fleuve, mais dans d'autres toiles, c'est un sentier ou une route, mais il exploite le cours du fleuve pour entraîner l'œil dans la profondeur de la Seine et créer un grand espace. Alors que dans ces toiles primitives, ce n'était pas de grands espaces, c'était de petites scènes bien précises, un arbre précis par exemple, ou le seuil d'une maison, mais pas de vastes espaces comme cela. Troisième caractéristique, les couleurs. Vous voyez, elles sont encore assez sombres par rapport à la fin, à celle qu'il emploiera à la fin de sa vie. On a des tons bleus, verts, on a même des pigments, et c'est assez rare d'ailleurs pour les peintres impressionnistes, des pigments de la terre, en l'ocre, le gris. Et les masses, en fait, ne sont que des empattements de couleurs pratiqués avec une large brosse. Donc on assiste là, avec ce tableau, à un intermédiaire entre la touche large et chargée qui caractérisait ces tableaux de jeunesse encore influencés par Corot, et puis sa touche plus légère de fin de carrière, qui s'assouplit, dès lors d'ailleurs que l'artiste va introduire de l'espace. On le voit là dans cette vue de Montmartre par exemple. Donc un tableau intermédiaire, on est en 1875, donc
au milieu de sa carrière artistique. Et enfin, dernier point, regardez le regard qui est guidé. C'est-à-dire que à gauche, les tas de sable conduisent l'œil vers les reflets aquatiques où il y a les barques, d'autant que c'est là que la profondeur est la plus importante, à travers l'horizon ou le ciel. Et de même, l'œil est guidé aussi par le cours du fleuve. Donc vous avez une convergence du regard à cet endroit. Et cela d'ailleurs est aidé par ces coups de pinceau, donc des coups de pinceau brefs de Sisley qui sont comme des virgules. Vous voyez qu'il a créé le fond uni, donc le bleu de l'eau. Puis pour ces vaguelettes ou les fluctuations de l'eau, il a déposé des coups de brosse chargés d'un vert foncé. Et il n'y a pas de transition entre les couleurs, si ce n'est un liseré sombre, vous le voyez, pour marquer le cours du fleuve et sa limite avec la berge. Donc il y a encore du noir, mais plus pour longtemps, comme chez tous les impressionnistes. Donc là, on est encore au début de l'impressionnisme. Et regardez les reflets des piquets. On a des traces de couleurs plus sombres, quasiment noires, sur des deux premières couches qui étaient encore humides. Mais le moment parfait de l'impressionnisme, comme l'écrit l'historien de l'art Kenneth Clark, c'est sous le pont de Hopton Court. Donc cette toile de Sisley pour laquelle le peintre s'était d'ailleurs placé en dessous du pont en fonte. Et en effet, en 1874, Sisley part peindre en Angleterre durant 4 mois avec son mécène, le baryton Jean-Baptiste Faure. Là encore, il préfère les abords de Londres plutôt que la ville en elle-même, et peint sur les bords de la Tamise entre 15 et 20 toiles, comme les régates à Molsey ou le pont de Charing Cross, où vous voyez l'animation qui est créée par une écluse sur la Tamise, ou encore les drapeaux battus par le vent. Il rentre en France et c'est à Moret-sur-Loing, où il réside de 1880 à sa mort, que Sisley va trouver de nouveaux motifs. Il va, à la fin de sa vie, donc adopter des couleurs plus vives, plus tranchées, et s'intéresse encore davantage aux variations de la lumière sur un même sujet. Il fait même des séries du pont de Moret ou de l'église, alors qu'il était malade et déprimé de ne pas avoir pu obtenir la nationalité française. Il représente donc Pont de Moret, alors qu'il habite à Moret, rue de Montmartre, près de l'église. Et comme il l'écrit, c'est à Moret que j'ai fait le plus de progrès dans mon art. Et là, on le voit, il cherche à capter la lumière d'été, la transparence de l'air, le miroitement de l'eau, au sein d'une vue quasiment panoramique, avec toujours un vaste ciel qui occupe la moitié supérieure de la toile. On sent vraiment là son influence des peintures de paysages hollandaises du XVIIe siècle. Et la ligne d'horizon est constituée d'éléments d'architecture qui se découpent sur le ciel, ce qui permet d'ailleurs d'apprécier la profondeur de la composition. Donc Sisley restitue sa perception du réel, c'est-à-dire la vie paisible d'un village qui est implanté dans une nature accueillante. On a une charrette, quelques personnes qui apparaissent sur le pont pour figurer l'activité humaine, mais on voit bien que ce n'est pas son sujet principal. Là, l'élément naturel le plus important, c'est le loin qui est enjambé par le pont. Voilà. Et la surface de l'eau est traitée donc par des touches apparentes qui, si vous voulez, conjuguent de multiples nuances d'ocre, de bleu. Mais force est de constater que cette époque est le temps des désillusions. Ces toiles n'acquièrent aucun public. Pas de demande sur les Sisley, écrit Ambroise Vollard. Et Sisley l'écrit lui-même à son ami Théophile Duret, le moment est encore loin où l'on pourra se passer du prestige qui s'attache aux expositions officielles. Parce qu'effectivement, Sisley, n'exposait pas au salon. Et donc, il demande à Duret de lui trouver un mécène qui pourrait le financer à hauteur de 500 francs par mois pour 30 toiles pendant 6 mois. Donc, Sisley a vraiment connu la misère, malgré ses mécènes comme Durand-Ruel, Charpentier ou Jean-Baptiste Faure. Sa femme, de même, devait poser pour ses amis pour gagner quelques subsides. Regardez le couple de Renoir, par exemple, qui vous la montre. Et comme l'écrit Ambroise Vollard, toujours, tous à certains moments souffrir les privations les plus cruelles, mais le maître de Moret, donc Sisley, lui, ne connut jamais même la plus modeste aisance.
Et en vivant loin de Paris, faute d'argent, Sisley s'éloigne de ses amis, croyant même que tous lui en voulaient, à tel point que quand il croisait les rares fois qu'il était à Paris Renoir, eh bien il traversait la rue pour ne pas le rencontrer. Il refusait de rencontrer à la fin de sa vie Berthe Morisot, par honte. Et en 1895, il tombe malade, il subit plusieurs opérations chirurgicales et succombe à un cancer de la gorge à Moret-sur-Loing le 29 janvier 1899, 3 mois après sa femme qui est morte également d'un cancer. Et Monet organisera une exposition et une vente de tableaux de Sisley chez le mécène Georges Petit au profit des enfants de Sisley, et Théodore Duret en profitera pour écrire: On sait depuis longtemps que la mort d'un artiste est l'événement le plus favorable qui puisse survenir pour amener le succès de ses œuvres. Et en effet, l'année d'après, au cours de la vente donc Adolphe Tavernier à l'hôtel Drouot, une toile de Sisley, donc l'inondation à Marly, qu'on avait vu, est adjugée pour 43 000 francs à Isaac de Camondo. Je rappelle, Sisley, lui, se désespérait de vendre peu de son vivant et à des prix très bas puisqu'il vendait entre 100 et 300 francs la toile. La gloire est donc bien posthume, c'est évident. Ce qu'il faut en tout cas bien retenir, c'est que Sisley est aujourd'hui considéré comme l'impressionniste le plus pur, celui qui n'a jamais dévié du courant originel. Donc aujourd'hui, ces toiles se vendent des millions d'euros, alors que de son vivant, effectivement, ce n'était pas le cas. Étudions maintenant la personnalité assez touchante de Camille Pissarro. Alors Camille, c'est un prénom d'homme à l'époque, même encore aujourd'hui. Il y a un célèbre astronome qui s'appelait Camille Flammarion, il y a un célèbre musicien qui s'appelait Camille Saint-Saëns, puis il y a le peintre, Camille Corot, qu'on avait déjà vu. Donc Pissarro est né en 1830 dans les îles Vierges, d'un père français d'origine portugaise et d'une mère créole, Rachel Manzano Pomi. Et la famille possède sur l'île de Saint-Thomas un commerce de quincaillerie très florissant. Et Camille est envoyé, alors il avait 12 ans, à Paris, dans un pensionnat de Passy, durant 5 ans, et à son retour aux Antilles, il est tout naturellement employé dans le commerce familial. Mais il décide de rompre avec son père et de suivre au Venezuela son ami, le peintre danois Fritz Melby. Et à Caracas, Camille va pratiquer le dessin et la peinture pendant 2 ans et ça lui plaît, à tel point qu'il retourne en France en 1855 et s'inscrit à l'Académie suisse, où il fait la connaissance de Corot, qui va le conseiller, et c'est là d'ailleurs qu'il rencontre aussi Claude Monet. Et en 1859, donc il a 29 ans, il envoie une première œuvre au salon, et à partir de ce moment-là, il va exposer chaque année. Camille rencontre une fille de viticulteur, Julie Vellet, qui lui donne 8 enfants et s'installe avec elle à Pontoise en 1866, puis à Louveciennes en 1869, qu'il doit fuir l'année d'après à l'approche des troupes prussiennes pour gagner Londres, où il rencontre d'ailleurs d'autres exilés comme Monet et Daubigny, qui vont lui présenter le marchand d'art Durand-Ruel. C'est d'ailleurs à Londres que Picasso se marie avec Julie. Et à son retour, sa maison étant dévastée par les Prussiens, un peu comme Sisley, Pissarro s'installe à nouveau à Pontoise, proche d'Auvers-sur-Oise, où résident Daubigny, Cézanne, ainsi que le docteur Gachet qui soignait sa mère. Il n'y a qu'à Pontoise que je trouverai ce qu'il me faut, avait l'habitude de dire Pissarro. Et de plus en plus critique vis-à-vis de l'art académique, Pissarro participe à la fondation de la Société anonyme de Monet et fut d'ailleurs le seul à participer à chaque exposition impressionniste.
Et Pissarro était réputé pour être un vrai pédagogue. Mary Cassatt le disait, il était si bon professeur qu'il aurait appris à dessiner aux pierres. Et Pissarro sera vraiment un vrai ami de Cézanne, et pourtant Cézanne était bourru, et va lui apprendre la touche impressionniste, alors que Pissarro va emprunter à Cézanne son sens inné de la construction qui équilibrait les paysages. Comme le disait Pissarro, il a subi mon influence à Pontoise et moi la sienne. Et regardez cette nature morte à la soupière que Cézanne a réalisée en 1877. Regardez là à gauche, on aperçoit accroché au mur rue de Gisors, maison du père Galien. Et cette toile, eh bien, c'est une œuvre de Pissarro. Un bel hommage quand même. Cézanne d'ailleurs dira quant au vieux Pissarro, ce fut un père pour moi. Pissarro conseillera aussi à un autre élève très célèbre, Van Gogh, d'éclaircir sa palette et d'alléger sa touche. Si Camille pourra toujours compter sur l'amitié du peintre Ludovic Piet et celle de Mary Cassatt, qui va se démener pour faire vendre ses œuvres aux États-Unis, il va sans cesse être préoccupé par les difficultés financières, d'autant qu'il avait une large famille à nourrir, hein, et il subissait souvent les colères homériques de sa femme. Et lui, un petit peu goguenard, disait, comme toujours, je laisse passer les ondées. Mais malgré tout, il restait désabusé de ne pas vendre ses toiles. Il avait cette belle formule, il disait « Je reste avec Sisley comme une queue de l'impressionnisme ». C'est vrai, ses œuvres ne se vendaient pas, il est un peu considéré comme étant à la remorque du mouvement, alors eh bien, théoriquement, c'est plutôt même le patriarche. Et il avait un petit peu honte parfois, parce que sa femme va même carrément demander à Monet qu'il leur avance la somme nécessaire à l'achat de sa maison d'Éragny, alors que lui-même voulait déménager. Et ça avait fait dire à Théo Van Gogh, le frère de Vincent, que Camille n'a pas grand-chose à dire à la maison, que sa femme porte la culotte. Pourtant, cela n'empêchera pas Camille de respecter son épouse toute sa vie, même quand celle-ci devient dépressive suite à de nombreux décès de leurs enfants. Et d'ailleurs, tous les jours, pendant 20 ans, Camille va écrire une lettre à son fils Lucien, qui était lui-même peintre et éditeur, qui était à Londres. Et il écrivait « Je te recommande une chose, c'est de faire toujours son possible, de pousser jusqu'au bout ce que l'on a commencé. » Une maxime que chaque parent pourrait prodiguer à son enfant. Et il poursuivait, ce qui montre bien d'ailleurs son attachement paternel, hein, à son fils. J'aurais bien voulu t'envoyer un peu d'argent, j'ai fait tous mes efforts, je n'ai pu qu'emprunter 40 francs à Heyman. Regardons maintenant cette œuvre, Paysanne plantant des tuteurs, qui est une gouache et fusain sur papier réalisée en 1890. Et on va essayer donc de distinguer les caractéristiques de l'art de Pissarro à travers cette œuvre. Or déjà, le support qui est un éventail, c'est assez rare, on sait que Pissarro en a peint 35, et pour lui, l'éventail est un objet d'art d'une forme nouvelle. Donc il faut exploiter. Deuxième point, l'iconographie. Là, ici, Pissarro peint les humbles, des paysannes. Là, on a là typiquement l'influence de Millet, hein, avec les glaneuses, que Pissarro admirait. Et Pissarro aimait bien représenter des petites gens. C'est sans doute son influence anarchiste, socialiste. Il connaissait Flora Tristan, la grand-mère de Gauguin, qui était une théoricienne du socialisme anarchique à l'époque. Mais bon, sur ses toiles, il est quand même apolitique, hein, mais il aime rendre la quiétude et la beauté des paysages campagnards en idéalisant le travail au champ. Zola aura cette belle formule:
On y entend les voix profondes de la terre, on y devine la vie puissante des arbres. Et c'est vrai, on a l'impression que Pissarro consulte la nature qui est en communion avec les paysans. Ces paysans étaient des chefs-d'œuvre pour Huysmans. Et Pissarro expliquait à ses élèves, il faut peindre généreusement et sans hésitation, car il est préférable de ne pas manquer l'impression première ressentie. Pas de timidité devant la nature, il faut oser, au risque de se tromper et de commettre des fautes. Il ne faut avoir qu'un maître, la nature, c'est elle qu'on doit toujours consulter. Toujours de belles paroles d'enseignants. Ce tableau, regardez, montre également une dimension narrative. Sur la droite, vous le voyez, il y a un personnage chargé de tuteur qui apporte à la scène la dimension du récit dans sa continuité. On a l'impression qu'il apporte ces bouts de bois et puis ensuite donc les paysannes vont les utiliser. Donc on a l'impression qu'on saisit un moment dans la quotidienneté de ces travailleuses, que c'est un travail répétitif que là finalement on saisit grâce au peintre. Et on a même la localisation de ce travail puisque au fond, regardez le village, c'est Éragny-sur-Epte où le peintre va vivre de 1884 à 1903. Alors au niveau de la composition, regardez les lignes, eh bien on voit les troncs des arbres. Regardez, ce tronc-là, il est incurvé pour accompagner le mouvement de hanche des dames. Donc on a le même mouvement vertical. Et enfin, au niveau des couleurs, on peut quand même voir qu'il y a un soin particulier apporté aux ombres. Regardez l'ombre du bras de la travailleuse, on voit de fines hachures de rouge et de bleu. Donc on a un vrai soin apporté aux ombres. Et de même, on voit que c'est le rouge qui va donner le modelé à la courbe de sa poitrine, à son nez. Aux ombres d'ailleurs, ce rouge qui répond à celui de son bonnet. Donc une œuvre qui est assez intéressante et qui est typique de la touche de Pissarro qui, à la fin de sa vie, va changer un petit peu sa façon de peindre, puisqu'il va se rapprocher des peintres Seurat et Signac en 1885, qui vont défendre un nouveau courant que l'on reverra, à savoir le pointillisme. Donc cette façon de peindre avec des points, et pas tellement les virgules de Sisley, comme on l'avait vu auparavant. Et ce courant va provoquer d'énormes dissensions d'ailleurs lors de la 8e exposition impressionniste, puisque Monet, Renoir et Sisley vont refuser du coup d'y participer parce que Pissarro voudra y faire admettre Seurat et Signac. Et Pissarro qui dira tant pis pour les esprits étroits. Et à la fin de sa vie, ses douleurs oculaires l'empêchant de peindre en plein air, Pissarro va se passionner de plus en plus pour les vues de villes en plongée, donc peintes de l'intérieur. Regardez ces séries de la rue Saint-Lazare ou des grands boulevards. Et il sera fier, comme il le dit, de pouvoir être accroché chez Durand-Ruel dans une grande salle pour moi tout seul. C'est un petit peu son barreau d'honneur avant de mourir en 1903 d'un refroidissement. Dernier peintre impressionniste, Mary Cassatt, une femme, née à Pittsburgh en 1844 de deux parents francophiles. Son père était un riche industriel. Elle découvre l'Europe à 6 ans, alors que ses parents cherchaient un médecin qui était capable de soigner leur fils Robert, atteint d'une maladie des os. À 16 ans, elle s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Philadelphie et en tire ce principe. Je crois que la peinture ne s'enseigne pas et qu'on n'a pas besoin de suivre les leçons d'un maître. L'enseignement des musées suffit. Donc elle rejoint sans le savoir Renoir, qui pensait pareil, ou même Manet, qui considérait qu'on n'avait pas besoin de suivre des maîtres. Et en 1865, à 21 ans, elle annonce à ses parents qu'elle veut devenir peintre en Europe, et son père lui répond « J'aimerais presque mieux te voir morte ». Alors, elle est un petit peu déconcertée, mais elle tient bon, et à Paris, faute de pouvoir suivre l'école des Beaux-Arts, puisque c'est une femme, elle suit les cours de Jean-Léon Gérôme et de couture, notamment, donc de peintre totalement académique. Et en 1874, elle décide d'habiter Montmartre, et est rejointe par sa famille 3 ans plus tard. Donc, la famille vit désormais sous le même toit, avenue Truden, et bien qu'elle échoue au salon, elle se spécialise dans le portrait, mais c'est sa rencontre avec 2 gars qui est déterminante. Comme elle le dit,
La première fois que je vis des tableaux de Degas fut le tournant de ma vie artistique. Degas qui dira d'ailleurs de Mary Cassatt, je n'admets pas qu'une femme dessine aussi bien. Donc Degas va inviter à exposer avec ses amis impressionnistes la jeune femme. Et la voilà donc qui pose pour chez la modiste, donc une gravure de Degas où elle apparaît en visiteuse du Louvre en compagnie de sa sœur Lydia, mais elle n'appréciera pas trop la gravure. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle sera une grande amie de Degas. Elle aura énormément de points communs avec lui, puisque les deux seront célibataires. Les deux partagent un même intérêt pour la gravure. Degas dira Mademoiselle Cassatt fait des essais délicieux de gravure. Elle est passionnée comme lui par le monde des chevaux. D'ailleurs, elle en a la jambe cassée. Elle s'intéresse aux salles de spectacle, même si Degas explore plus les coulisses alors qu'elle observe les loges élégantes, comme vous le voyez dans La Loge et In the Loge. D'ailleurs, on va s'intéresser plus en détail à son tableau dans La Loge de Cassatt, parce que ce tableau va bouleverser de façon plus radicale encore la relation conventionnelle entre le spectateur et la femme du tableau. Regardez, ici la femme n'est plus la destinataire passive de notre regard, comme elle l'est dans La Loge de Renoir. Dans La Loge de Renoir, on voit que le but est de créer un simple désir érotique chez le spectateur masculin. Bon, là non. La femme concentre toute son attention, non pas sur nous, mais sur le public qu'elle balaie du regard. Donc, et en plus, regardez, elle n'est pas flattée par l'intérêt que l'homme à l'arrière-plan lui porte. Donc on assiste bien là à une transgression des convenances. Et le spectateur ne sait du coup pas où se placer. Puisque cette femme, sobrement vêtue de noir, est sans doute veuve, et donc si elle est veuve, c'est qu'elle n'est pas soumise au chaperonnage qui frappe les femmes mariées. Et donc elle jouit d'une liberté plus proche de celle des hommes. Et c'est d'ailleurs pour cela que Mary Cassatt s'y intéresse. On est très loin de l'œuvre de Renoir. Regardez, dans l'œuvre de Renoir, le spectateur adopte le regard du flâneur, qui observe le beau visage de la femme, le spectateur est légitimé. Pourquoi ? Parce que le compagnon de cette femme lorgne lui-même les femmes des galeries supérieures, donc les clientes assidues des théâtres ou les courtisanes. Donc, en gros, il nous donne son accord pour qu'on regarde sa femme, puisque lui-même regarde ailleurs. Et donc on a là une relation de pouvoir de l'homme sur la femme chez Renoir, alors qu'avec Cassatt, rien de tel. Et c'est ce qui est intéressant dans la peinture de Mary Cassatt, c'est qu'elle nous donne l'exemple d'une femme moderne, libre de ses choix, indépendante. D'ailleurs, en 1910, elle s'implique aux côtés de Louisine Havemeyer dans le mouvement aboutissant en 1920 au vote féminin aux États-Unis. Donc on a une peinture qui est, on dirait nous, féministe, parce que c'est une des rares femmes peintres de son temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les intérêts des femmes et les sujets qu'elle choisit, donc de la femme, et les sujets qu'elle choisit sont différents donc de ceux des hommes. Et quand bien même le sujet serait identique, comme on le voit dans La Loge, le traitement est totalement différent. Donc voilà pour les influences des femmes sur la peinture impressionniste. Voilà donc pour cette deuxième partie qui était consacrée à la rupture impressionniste. Donc j'espère que vous avez bien compris que l'impressionnisme, donc c'est déjà une pluralité de figures qui ne pensent pas toutes pareilles, que l'impressionnisme ne serait pas né s'il n'y avait pas eu différents peintres novateurs qui avaient essayé de faire bouger les lignes de la peinture qui était plébiscitée dans les salons. Et donc la prochaine fois, lors de la troisième vidéo, nous nous intéresserons plus particulièrement à Claude Monet et à son jardin de Giverny qui lui a donné de si belles toiles. À la prochaine fois.